bienvenue dans le 56cast, ça fait plaisir de recommencer. Désolé pour le retard et désolé pour Erwan qui ne pouvait pas être là ce matin, mais il ne nous manquera pas trop puisque nous avons Andrea Fradin. Ça fait plaisir de revenir parmi... Ça fait trop plaisir que tu sois là. Oh, c'est gentil. Andrea Fradin est là de rue 89 voilà. Parce que c'est une grande spécialiste de la loi numérique, enfin du projet de loi numérique qu'elle a suivi au taquet pendant toute cette rentrée, et donc tu vas nous expliquer c'est quand même ce qui s'est passé de plus intéressant dans les sujets des internets. Il y a eu plein de choses, en fait. De la discussion, de la transparence, les lobbies qui disent leurs trucs devant tout le monde, à ciel ouvert. Non, il y a des choses intéressantes. Ça change des dernières lois qui étaient un peu difficiles à avaler. En tout cas, on a de l'espoir, ce qui est pas courant. Un petit peu. Au moins, ce qui est pas courant. D'habitude, on se plaint plutôt. Oui, c'est vrai. Et là, je me suis dit, non, il y a quand même des choses, on va éviter d'être aigris, et on va dire, il y a des points positifs. Parfait. Alors, nous allons commencer, puisqu'on en est dans une émission old school avec Andrea, par un internet bullshit. Parce que l'autre soir, au Grand Journal, on était le 8 octobre, le jeudi 8 octobre, et ils avaient invité des youtubeurs, Enjoy Phoenix, vous savez, c'est une blonde qui parle de maquillage et de cuisine, et Wartech, vous savez, c'est un homme qui parle de jeux vidéo, bonjour les clichés, et en plus, apparemment, ils sortent ensemble. Et si. J'étais pas au courant. Ok. Je suis heureuse de l'apprendre. Je m'en fous. Ils avaient aussi invité une écrivaine, une vieille écrivaine, Clémentine Sélarié, qui ne comprend pas qu'on puisse passer sa vie sur Internet et en plus gagner des sous avec ça. Et donc ça donnait des interventions du genre comme ça. Moi, je suis pas contre Internet. Ça aide plein de gens malades, ça aide plein de gens qu'on voit jamais, qui peuvent jamais s'exprimer, et c'est super important. Mais simplement, tu vois, moi, je trouve que, je trouve que ça manque quelquefois de folie, tes trucs, tu vois, de dinguerie, tu vois. Voilà, donc ce qui se passe sur Internet, ça manque de dinguerie, hein, parce que elle n'a pas dû voir ça sur Internet. Non, ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est très formateur. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas allée au bon endroit sur l'Internet, je pense. On lui enverra. Cet endroit-là, je l'aime bien. Moi aussi, je m'y sens bien, un peu chez moi. Alors, comme on avait un spécialiste des jeux vidéo sur le plateau, Wartech, les autres invités ont donné leur avis sur les jeux vidéo. Ah. Voilà, l'hiver, c'est les grosses sorties de jeux vidéo, donc là, effectivement, un peu plus actif, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des jeux de guerre, cela dit. Non, il y en a plein d'autres. Non, mais il y a du foot, etc. Mais j'en ai cherché d'autres pour m'en parler. Aïe. Il y a des jeux de guerre, il y a du foot, et il n'y a que ça dans les jeux vidéo. Ah oui, c'est pas intéressant, c'est des trucs de gamins, quoi. Et bon, puis, ça n'a pas changé depuis quelques années, je vois l'Internet bullshit, c'est toujours de la teneur. Ça s'améliore pas beaucoup. Mais finalement, Andrea, tu trouves pas que le problème avec Internet, c'est que ça devient une sorte d'addiction et qu'on perd un peu contact avec la réalité? Clairement, je me sens loin des gens. Clairement, je me sens vraiment loin. Clémentine, vous avez privé vos enfants de portable et de jeux vidéo quand ils étaient petits? Un peu, oui. Mais un peu ou beaucoup? Beaucoup, enfin beaucoup. Complètement? Méchante sorcière. Non, mais je les ai empêchés j'ai limité, parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai limité le temps de jeux vidéo, mais c'était des guerres. Oui. Mais à l'époque, en 1912 donc, non, je rigole, mais ils ont 30, 25 et 23 mes enfants, donc non, j'ai limité, mais parce que on faisait autre chose. Le problème, c'est pas de dire c'est naze Internet, c'est de dire pourquoi on est englué comme ça. C'est parce qu'on fait plus de trucs ensemble. Moi, j'ai vu des couples dire allez, va jouer avec ton truc. Ça, c'est pour moi, c'est la catastrophe. Mais ça bon, parce que il faut, c'est simplement que Internet, si ça engloutit tout, on est foutu pour moi. Parce qu'il faut qu'il y ait autre chose qui continue à vivre. Et les rapports, enfin, parce que nous, on faisait de la musique, on se déguisait, je leur faisais commenter l'école. Moi, j'ai envie de demander, Clémentine, quand même, moi, j'ai envie de demander aux jeunes s'ils pensent qu'on est des vieux cons, là, ce soir. Aïe. Oui, un peu. Bon, ils avaient quand même la télé qui engluait bien plus qu'Internet, où on peut être un peu acteur. Oui, voilà. Moi, je me suis déguisée, malgré tout, malgré les jeux vidéo. Sur Internet? Non, pas sur Internet, ou pas à ma connaissance. Et tu devrais. Bon, on va passer à l'actu. Donc, l'actu de la rentrée, c'est que notre secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, dont on n'avait pas entendu beaucoup parler dans les premiers mois de son mandat, nous a fait un projet de loi. C'est ça, et un projet de loi hyper attendu, c'est un truc qui remonte à l'ère Jean-Marc Ayrault, donc c'est quoi, il y a 2 ans et demi à peu près. Et Ah oui, quand il voulait faire une grande loi sur le numérique. Oui, c'était ça. Ça remonte.
Et en fait, à l'époque, il ramait, je me souviens, il voulait faire en sorte que tous les ministères participent. Il s'arrachait les cheveux parce qu'il voulait pas participer, il se sentait pas concerné. Et le pauvre, il avait fait un séminaire où il y avait personne, il y avait même pas beaucoup de journalistes pour l'écouter. C'était très symbolique. C'était le truc où on était toutes les deux et il y avait 7 personnes dans la salle. Et c'était hyper glauque et voilà. C'est hyper représentatif du parcours de cette loi qui a été très longue à arriver. C'est vrai qu'en même temps, le projet au début était bizarre. C'était on va faire une loi sur le numérique, sur tous les sujets de la vie, pour dire qu'en gros, on doit être plus ouvert au numérique, mais dans tous les domaines. Non, mais c'était louable parce qu'on n'avait pas de trucs positifs sur Internet. Les dernières lois, c'est genre répressif, tout ce qui touche Internet. T'avais la loi de programmation militaire, t'as eu la fameuse loi renseignement, et que des trucs pas vraiment, disons, d'esprit de gauche, plus sécuritaire, plus pas dans l'ouverture, pas dans le Internet c'est bien. On était dans le côté, tu sais, la phrase Internet j'adore, mais on était dans le côté mais, voilà. Et donc c'est un peu foutraque, c'est assez ambitieux, et du coup ça se voit aussi dans le projet de loi qui en résulte. Il y a plein de thèmes différents. Il y a quoi dedans? Il y a un gros volet sur l'ouverture des données publiques, donc l'open data. Il y a un gros volet aussi sur les... que toutes les administrations publiques devraient ouvrir, donner accès... Publier toutes les données qu'elles produisent. C'est ça. Et c'est hyper important parce que ça permet de... non seulement d'avoir une certaine forme de transparence sur ce que font les administrations, mais ça permet aussi, et ça c'est un peu le moteur du gouvernement dans le numérique, de créer des nouvelles entreprises, des nouvelles activités. Ça les intéresse plus que le côté ouverture, transparence, mais c'est hyper difficile parce que il y a plein de ministères différents qui veulent s'en emparer. Il y a une loi là qui a été votée il y a quelques semaines qui déjà parle de l'ouverture des données publiques, donc on n'y comprend trop rien. Déjà que personne s'intéresse à l'open data, c'est vrai que c'est pas facile, alors que c'est hyper important aujourd'hui, quoi. Mais bon, l'intention est là. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on oblige les administrations à publier, quitte à les sanctionner si elles le font pas, alors que ce que disait Axel Lemaire vendredi, je sais plus quelle date, enfin ils ont fait une grande rencontre au NUMA à Paris avec des contributeurs. Elle disait, mais moi j'ai discuté avec des maires qui ne savent même pas ce que c'est que l'open data, donc est-ce qu'on peut envisager de les sanctionner s'ils le font pas? Il faut aussi faire tout ce travail d'acculturation qui est pas évident. Et en même temps, si on les incite seulement, si on leur dit ça serait mieux que vous fassiez de l'open data, ils le feront jamais. C'est le problème. Jusqu'où on va, quoi. Et c'est encore en débat. En même temps, je pense que c'est assez facile à expliquer aux maires en question. Enfin, c'est peut-être le mot qui leur fait peur. Open mais une fois data, que tu leur je pense dis que c'est assez cryptique. ce que vous produisez, vous le donnez au public de façon à ce qu'on puisse le réutiliser, c'est assez vite compris. Ouais, bien sûr, mais après, quelles ressources? Tu vois, quand on leur dit format ouvert et tout ça, il faut aussi des gens qui sont compétents. Et en ce moment, dans ce contexte de restrictions budgétaires, c'est pas hyper évident encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, une histoire de loyauté des plateformes. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est le pendant de la neutralité du net, dont on parle depuis hyper longtemps, qui est aussi dans le projet de loi, qui contraint plutôt les opérateurs à pas faire n'importe quoi sur l'internet. Et de l'autre côté, donc, on contraint les autres acteurs, les fournisseurs de contenu, donc les moteurs de recherche, les sites de e-commerce, de comparateurs de prix, à bien se comporter. Malheureusement, c'est-à-dire par exemple quand Google fait ses histoires de comparateurs de vols là, quand on tape un vol Paris-Dublin et que Google nous propose des vols, qu'il soit transparent sur le fait que lui il va nous proposer ses propres services ou voilà, ou quand tu sais tu vas acheter un truc et t'as Google Shopping ou je sais pas quoi qui remonte en première position, c'est quand même c'est le moteur de recherche Google qui met en avant un autre volet de son énorme univers. Donc avoir une certaine transparence à ce niveau-là, avec la question de comment on contraint ces plateformes à se conformer à ça. Ça s'étend aussi aux avis de consommateurs en ligne, non? Ouais. Genre quand on laisse un commentaire sur quelque chose qu'on a acheté, par exemple, qu'on puisse avoir une meilleure vérification pour pas que les hôtels mettent des commentaires à leurs propres fiches. Absolument. Donc ça touche tout un tas de volets de côté de la vie de plateforme, mais je sais pas concrètement comment ça va se mettre en place.
Sinon, on a quoi? Droit à l'oubli des mineurs. Donc, pour que Ouais. quand on a écrit sur un truc sur Internet à l'époque où on était mineur, on puisse demander à ce qu'il soit effacé, sur simple demande, quoi, sans avoir à se justifier. La portabilité des données. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est en gros les internautes qui, au moment où ils veulent changer de service, donc je sais pas moi, de boîte mail ou de réseau social, qu'ils aient la possibilité de demander à récupérer toutes leurs données et que ce soit transposable à un autre service. Donc ça, de c'est vraiment façon pas mal. facile et prévu pour ça, Voilà. quoi. Prévu pour qu'on puisse partir avec Voilà. le bagage. Alors Par exemple, évidemment, moi, j'ai un compte Flickr avec ouais. plein de photos dessus. Ouais. Je peux voir une sorte de grosse galerie de mes photos et faire une sélection multiple des photos et les télécharger par paquet de 15. Mais c'est pas ça le truc. Il Non, faudrait qu'il y ait un gros bouton, télécharger mes photos en un bloc Ouais. pour partir, quoi. Ouais, complètement. Mais du coup, tous les groupes d'intérêt qui représentent ces acteurs disent « Oh là là, mais ça va coûter très cher, comment on va faire ? Il faut faire une étude d'impact. » Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Neutralité du net inscrite dans la loi. Ça y est. Voilà, ce serait pas trop tôt. Renforcer l'accès des publics fragiles au numérique. Ça, c'est bien, sauf que on n'a pas dit le plus important. En fait, le projet de loi a été discuté en ligne jusqu'à très récemment, jusqu'à quelques jours. Et la plateforme où les internautes pouvaient contribuer, amender les propositions du gouvernement, proposer leurs propres suggestions, n'était pas compatible elle-même avec les personnes fragiles ou C'est-à-dire les aveugles, par exemple, pouvaient pas consulter toutes les sections de ce site. Le Et site n'était pas accessible. non. Mais en même temps, tu vois, on en a parlé sur le 89, on a discuté avec le cabinet d'Axel Lemaire et ils étaient emmerdés parce que ça demande du temps, ils étaient pris dans des délais courts et ils se rendaient bien compte de la Oui, mais contradiction. soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ouais, c'est pas je juste sais. pour faire un effet d'annonce. Ouais, je sais. Là, En c'est tout cas, vraiment j'ai- le côté où ils ont merdé. J'ai un petit bout de vidéo de Axel Lemaire qui nous explique qu'elle a fait une plateforme. Parce que la future loi pour une république numérique dessine ce projet de société, j'ai voulu que sa réalisation ne soit pas réservée aux seuls experts, mais qu'elle soit collaborative et ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer. C'est pourquoi le texte sera mis en ligne et soumis à l'ensemble des citoyens avant sa présentation au Conseil des ministres, afin que chacun puisse y contribuer, l'améliorer ou le commenter. Donc c'était république-numérique.fr et ça s'est terminé dimanche. Dimanche, ouais. Ouais. Et il y a eu, Et alors ça a bien marché. Nous, on a fait un suivi assez régulier en mode un peu commentaire de sport, à repérer les trucs qui montaient, les propositions qui montaient, que ce soit dans les propositions du gouvernement, donc les articles de base, ou dans les suggestions des internautes. Et c'était Donc on hyper pouvait intéressant. proposer un nouvel article, Ouais, par exemple. on pouvait dire là je veux rajouter quelque chose et ça a été intéressant parce que de nombreux brouillons de la loi, donc des avant-projets, ont fuité dans la presse cet été et on a vu donc progressivement les points polémiques qui sont fait évacuer après les arbitrages quoi, à par Matignon. exemple Notamment tout ce qui touche aux droits d'auteur, les exceptions de droits d'auteur. Ah, c'est étonnant. C'est vraiment bizarre. Et du coup, c'est revenu par la petite porte, enfin par la petite porte, la grande porte des internautes qui ont Donc il y avait contribué. quoi comme proposition concrète, par exemple Par exemple, la liberté de panorama, c'est un truc dont Ah on oui. parlait depuis longtemps aussi Ça, sur c'est les le baies. fait de pouvoir photographier un paysage urbain, par exemple, Ouais. dans lequel il y a un bâtiment récent protégé par le droit d'auteur, Voilà. qu'on n'aurait pas le droit de photographier lui tout seul. Mais si tu prends, s'il est là dans le paysage, tu T'as le peux droit de le t'as le droit prendre de le photographier, et le sans publier. demander l'autorisation Voilà. à l'architecte ou payer les droits. Donc ça paraît assez logique parce que notamment ça nuit à Wikipédia. Je crois qu'il n'y a pas de photo de la Défense, par exemple, à Paris. Donc c'est quelque chose qui était dans les avant-projets et qui progressivement a été évacué. Et des internautes ont remis ça et ça a vraiment marché. Il y a eu vraiment un vote d'adhésion massif sur cette proposition et du coup on suppose que ça va peser dans le nouvel arbitrage interministériel qui va avoir lieu maintenant sur les propositions des internautes. Le problème, c'est que maintenant, ça retourne dans les mains, donc... De Matignon qui va choisir et de chaque ministère impliqué, ministère de la Culture comme d'habitude, et on sait qu'ils ont été très proactifs sur leur domaine à faire des suggestions et à... Et alors, on a eu qui a participé, par exemple? Alors on a eu plein de monde, donc on a eu des citoyens juste intéressés, ça c'était hyper fascinant. Les deux premiers contributeurs ont passé des nuits entières là-dessus, ont vraiment été fascinés par... Donc, on a deux particuliers donc, qui Ouais. ont plus de 1000 contributions Ouais. chacun. Ouais, on a fait une interview du premier Vincent Reverdy qui est chercheur en Astrophysicien. astrophysique et informatique, un domaine de recherche qui a l'air assez fascinant. Et par ailleurs, il nous expliquait que
qui était hyper intéressé par cette ouverture de l'exercice d'élaboration de la loi. Il était ravi de pouvoir y participer. C'était pas facile et assez intimidant. C'est sûr, tu te retrouves dans un vocabulaire hyper particulier. Enfin, la loi, tu l'écris pas comme ça. Donc, tu découvres un peu les rouages avec lesquels t'es pas familier, mais au moins, t'as l'impression de participer. Il me disait qu'il était vraiment à fond. Mais que si ça devait se reproduire à l'avenir, ça a été suggéré notamment par Axel Lemaire, sur d'autres projets de loi, il participerait quand même un peu moins s'il se rendait compte que finalement au niveau de Matignon refasse le même tri qu'auparavant et voit que les propositions comme la liberté de panorama qui ont été évacuées au départ sont de nouveau réévacués parce que non, on veut pas, et tant pis si des gens le veulent, quoi. Donc c'est vraiment le gros point d'interrogation aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va peser, qu'est-ce qui va changer. À venir, quoi, de voir si c'était du flanc ou si ça, ou s'ils veulent vraiment écouter les gens. Ouais, ça c'est vraiment la question. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est cette transparence, quoi. C'est qu'on a vu les différentes étapes. En plus, on a vu aussi les différents brouillons de la loi. Donc, on voit ce qui a posé problème au début. On voit que ça revient. Est-ce que ça va continuer à poser problème? Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir toute cette participation à ciel ouvert et de voir du coup aussi les grandes entreprises, les professionnels Parce que dès le début, on avait les suspects habituels, la Quadrature du Net, Wikimedia qui sont arrivés, qui ont fait leurs propositions, le Conseil national du numérique. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, il y a les lobbies qui sont arrivés à la toute fin pour faire une sorte de... C'est assez marrant, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs comptes clairement affichés de certains représentants. Il y a les instances numériques du MEDEF qui sont à peu près opposées à tout. Il y a la Fédération française des télécoms, il y a tout un tas. Il y a aussi le syndicat national de l'édition. Donc sur le volet droit d'auteur, c'est très intéressant à aller voir. Donc oui, on voit le lobbying se faire en dehors des cabinets, en dehors de Bercy. On le voit. Devant nos yeux, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Parce qu'on se rend pas compte de la façon dont ils poussent d'habitude. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils étaient un peu réticents. Ça correspond pas trop à leur manière de faire habituelle. Mais ils n'avaient pas le choix. Mais ils se sont rendus compte que finalement, ça marchait. Donc peut-être il fallait aller voter. Mais notamment, il y a le syndicat des jeux. Alors, je sais plus, c'est le CEL. Je me souviens plus ce que signifie l'acronyme. Mais en gros, ils organisent des compètes de e-sport. Et ils ont réussi à mobiliser un taquet de gens sur une proposition. Ah oui, alors je crois que la proposition de fournir un encadrement au e-sport, c'est la proposition la plus votée de toutes. Voilà, donc c'est dire la mobilisation d'un secteur. Votez pour moi sur Facebook, quoi. Ah mais complètement, c'est assez rigolo à voir. D'accord. Donc finalement, 147 700 votes, 8 500 contributions et 21 330 participants. C'est pas mal quand même. C'est chouette, hein. Ouais, et donc, l'arrivée au Parlement, c'est prévu pour début 2016 ? Ouais, c'est ça. Après, c'est pas en procédure d'urgence au Parlement, donc ça va pas avoir une priorité particulière. Là, ils ont... certains le disent déjà. Après, c'est aussi lié à l'histoire de cette loi qui a été très chaotique. On annonce déjà la nouvelle loi numérique de Macron cette fois, parce Axel Lemaire et Macron se sont disputés le secteur, ils se disputent encore un petit peu le morceau Internet. Donc on ne sait pas trop comment ça va s'articuler, mais a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils disent au gouvernement. Emmanuel Valls porte projet, a priori, ça va se faire. Cette fois, ça va se faire. D'accord. Eh ben, on va voir ça. Ouais. Merci beaucoup, Andrea, pour toutes ces explications. Rien, si c'est comme ça, on va passer une virgule what the fuck. Allez. En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger. Un vélo? Non. J'adore. Je suis passée en boucle. J'adore. Il y en a plusieurs. En plus. Alors, il y en a plusieurs. C'est donc un certain Ronnie qui a fait des montages sonores comme ça de questions pour un champion sur SoundCloud. Et alors ça, c'est un extrait de 15 secondes, mais le son en entier, il dure quoi? 3 bonnes minutes. Ah ouais. Et il y en a 3. C'est merveilleux. Super. Il fallait penser, c'est tout bête, mais oui, ça m'étonne qu'on l'ait pas quoi. fait encore. Mais c'est parce qu'on est trop attaché à la vidéo, on se rend pas compte que t'enlèves la vidéo et tu peux tout faire quoi en son. Bah oui, surtout que Julien Lepers, il a vraiment un ton, tu vois. Oui, monsieur, tu vois, tu sais que c'est Julien Lepers. Ah oui, oui. Ça marche super bien. Ouais, c'est trop bien. Et alors, petit potager du web quand même, parce qu'aujourd'hui est un jour très particulier. Oui, potager du web, ma chère Andrea. C'est pas parce qu'on parle de culture web. Oh, elle est excellente. Tu devrais te mettre un petit chapeau de jardinier. Bon, bref.
Me dis pas ça. Franchement, c'est un défi. Potager du web parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2015. Est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain? Oula. Tu m'amènes dans une faille spatio-temporelle, c'est ça? Un petit peu, parce que c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain. Dans Retour vers le futur, c'est la date à laquelle ils vont, dans Retour vers le futur 2, quand ils vont dans le futur. Donc c'est le futur, le 21 octobre 2015, je sais pas si tu te rends compte, c'est le symbole même du futur. Mindfuck total. Alors il y a donc c'est sorti en 1989, et le doc vient chercher Marty, qui vient de rentrer de ses premières aventures, et l'emmène avec sa copine Jennifer à bord de la célèbre DeLorean pour sauver leurs futurs enfants de la prison. Bon, je vous ai un peu spoilé le film. C'est pas cool. Et là, ils choisissent une date pour atterrir dans le futur. Marty, Einstein, attachez vos ceintures, le déplacement temporel va secouer. Ça va secouer. Et ils arrivent le 21 octobre 2015. Et cette fois, c'est vraiment la bonne date. Parce qu'en fait, le truc rigolo, c'est qu'il y a eu plusieurs fois des fausses dates. Oui. Alors, la première fois, il y a le magazine Total Film, qui n'existe plus, je crois, qui a tweeté le 5 juillet 2010, « Ah, c'est aujourd'hui la date du futur !» Et là, tous les fans hardcore ont dit, « Mais non, c'est absolument pas aujourd'hui, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ?» Et là où ils sont marrants, c'est qu'ils ont joué les trolls. Au lieu de dire, ah ouais, merde, on s'est planté, on est absolument désolé, ils ont fait, non, attends, on va insister, et on va photoshopper la date pour faire croire que c'est vraiment la bonne date. Donc du coup, tous les gens qui avaient la flemme de re-regarder le film ont fait, ah bah ouais, il y a l'image. Bah ouais, c'est vrai. C'est que c'est bon. Ça me rappelle les gens qui annoncent la fin du monde et qui disent, quand ça s'est pas produit, ah non, mais vous comprenez, c'était pas tout à fait ça, etc. Oui, c'est exactement pareil. Mais la prochaine fois, on aura bon, vous verrez. Et donc, ils ont montré une fausse date. Il y a des gens qui y ont cru, puis quand même, ça a fini par tomber. Ils ont dit, ouais, bon, d'accord, on s'est foutu de votre gueule, ça. Ensuite, en 2012, il y a une image qui a commencé à circuler qui montrait la date du 27 juin 2012. Alors, cette fois, c'était un coup monté d'un community manager pour annoncer la sortie d'un coffret Blu-ray, le coffret de Retour vers le futur en Blu-ray. Et le community manager s'appelle Steve Berry, et quand on l'a interviewé par la suite, on lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et là, c'est formidable, je cite. En diffusant l'image, on était sûr à 100% que tout le monde se rappelait le canular de 2010. On se disait que les gens n'allaient pas tomber deux fois dans le même panneau. Donc, on a fait exactement la même chose. Et bien sûr, les gens sont tombés deux fois dans le même panneau. Nous sommes complètement teubés. Donc, on y a cru. Et donc, il a refallu des articles partout dans la presse pop culture et compagnie pour dire, mais non, mais arrêtez, pas deux fois, c'est pas en 2012, c'est en 2015. Cette fois-ci, jusqu'à ce qu'on nous dise que le film a été photoshopé et qu'en fait, il y avait une autre version de travail avec une autre date, c'est la bonne. C'est cool, ça. Alors, est-ce que tu trouves qu'on est dans le futur? Moi, j'attends toujours le hoverboard. Ouais, pareil. Et puis les voitures volantes, et puis les voyages dans l'espace comme ça, tu vois. Ouais. Non, pas tout à fait le futur encore. Un peu comme ça, là. Un peu à fond, avec des lunettes en alu comme ça. Ah non, attends, oui, ça, c'est la vidéo de la vraie date. Tiens, octobre 2015. Alors, c'est à 16h. Je sais plus parce que c'est coupé 16h et quelques. C'est cool, quand même. Ils avaient un bon futur à l'époque. Nous, on a un futur moins réjouissant, tu vois. On n'a pas ça. Ouais, voilà. Et puis chez nous, en plus, il fait moche et il fait froid. Pareil. Et puis ils avaient surtout ces costumes, quoi. C'est ça qui manque dans notre futur. On n'a pas des costumes comme ça. Imagine comme on aurait un style d'enfant avec ces costumes. Je regrette un peu. Et c'est vrai que dans les années 2000, on était censé être habillés en argenté. Ouais, un peu avec des trucs moulants. Ouais. On peut, hein. Tu sais, t'as toujours la possibilité de s'habiller comme ça. Ah, faudrait faire une émission future où on s'habille comme ça. Ce serait beau. Je regarderais ça avec la même dans laquelle je mettrais un chapeau de gentillet, donc. Bon, on va finir par des poils. Alors, les poils, c'est une formidable vidéo de Mashable, le site de tech américain, sur 3 hamsters d'un refuge pour rongeurs. Alors, vous savez, il y a les refuges pour chats qui s'occupent des chats abandonnés, les refuges pour chiens qui s'occupent des chiens abandonnés. Et bien, il existe aussi des associations et des refuges pour rongeurs qui prêtent leurs rongeurs pour faire des vidéos aussi connes que ça. Oh non. Oh, c'est mignon, il bouffe l'arbre. Ah bah, oui. Mignon. Oh, c'est génial. Voilà, c'est la dinguerie d'Internet. C'est beau. Faudrait lui envoyer salarié.
Eh ben, merci Andrea, à la prochaine merci alors. à toi. Ouais, à vite. Salut. Salut.